Bonsoir à tous, merci d'être à notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info, ce lundi 28 septembre 2020. Le décryptage de l'actualité, nous allons parler ce soir du Liban, où la classe politique a échoué à former un nouveau gouvernement. Nous allons voir plus clair avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Premier ministre libanais désigné a annoncé samedi renoncer, faute de consensus, à former un nouveau gouvernement destiné à sauver le pays d'une des pires crises économiques de son histoire, près de 2 mois après l'explosion au port de Beyrouth. Je m'excuse de ne pas pouvoir poursuivre la tâche de former le gouvernement, a déclaré Moustapha Hadib lors d'un point de presse au palais présidentiel, présentant ses excuses aux Libanais pour son incapacité à réaliser leur aspiration à un nouveau gouvernement. Mamadou Diouf, première question. On se rappelle la nomination de Moustapha Hadib. Ça avait nourri beaucoup d'espoir. Sur quoi a-t-il échoué finalement? En fait, il a échoué sur ce qui a de tout le temps posé problème au niveau du Liban. Il a échoué sur ce que les populations demandaient en termes de revendications avant l'explosion et après l'explosion. Il est extrêmement difficile de mettre en place un gouvernement au Liban. Parce que quand on met un gouvernement en place, la règle voudrait qu'on regarde les ministères, qu'on regarde des profils, c'est le plus important. Maintenant, on peut tenir compte d'un certain nombre de réalités par rapport au contexte pour créer des équilibres, mais ces équilibres ne doivent pas venir avant le choix sur la base des profils. Alors que la façon dont le Liban est organisé aujourd'hui, le président est un chrétien, le président du Parlement est un chiite de la branche Amal, pas de la branche du Hezbollah. Le Premier ministre est un sunnite. Maintenant, après ce triptyque, dans le gouvernement, comme on le connaît, il y a ministre et ministre. Il a échoué parce que dans le gouvernement, chacun a voulu avoir la part belle. Particulièrement le Hezbollah qui n'a pas voulu se départir du ministère de l'économie et des finances. Ils ont tenu à garder ce poste-là et finalement, le Premier ministre n'a pas réussi à créer un consensus permettant d'avoir l'équilibre pour mettre en place un gouvernement. Est-ce que, après l'explosion de Beyrouth, est-ce qu'il ne fallait pas faire la chose plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire faire les réformes qu'il fallait avant de penser à un gouvernement? C'était ça que les populations demandaient plus, puisque les populations demandaient même le départ du président de la République, parce que c'est ça qui est curieux dans dans l'intervention de la France. La France dit il faut changer le système. Le président fait partie du système. On l'a laissé en place. Le président du Parlement fait partie du système. On l'a laissé en place. Même le Premier ministre Hadib a été nommé conformément au système, puisque c'est un sunnite. Après, si vous voulez enlever le reste du système, ça pose problème. Les populations avaient revendiqué le départ de tout le système. Et là, ça allait imposer que ces réformes puissent avoir lieu pour aller vers un nouveau gouvernement. La France parlait de gouvernement de mission, c'est-à-dire mettre entre parenthèses ces éléments d'équilibre, mettre en place un gouvernement pendant une période pour régler un certain nombre de questions, faire les réformes et se retrouver avec une autre situation. Malheureusement, la France également a échoué dans sa tentative de mettre en place un gouvernement de mission. Finalement, ce qu'on va dire, c'est le Hezbollah qui a tout bloqué. Ce n'est pas le Hezbollah tout seul. La France a ciblé le Hezbollah pour des raisons que les gens connaissent, parce que quand le président français parlait, il dit qu'il a honte pour toute la classe politique. Dans un premier temps, il s'est adressé à toute la classe politique. C'est après qu'il a ciblé le Hezbollah, puisque le Hezbollah n'a pas voulu lâcher prise, mais entre la France et le Hezbollah, le problème, ce n'est pas le Liban seulement, il y a d'autres problèmes. Même quand le président français accuse les responsables libanais de livrer le Liban à des puissances étrangères, je crois que la France est une puissance étrangère au Liban. Mais derrière le Liban, il y a un autre combat pour la France, parce que quand vous regardez cette zone, à part le Liban, dans quel pays la France a une influence? Il n'y en a pas. Donc la France veut garder son influence au niveau du Liban. Et un des obstacles à cette influence, bien sûr, c'est le Hezbollah qui est là, comme l'a bien dit le président Macron, avec une armée qui fait la guerre avec Israël, avec des milices qui se battent au niveau de la Syrie. Et ce même mouvement est là présent comme un parti politique qui participe à des élections et qui participe à un gouvernement. Le message était très clair, mais ce n'est pas le Hezbollah tout seul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faut pas qu'on reproche au Hezbollah de vouloir garder le ministère de l'économie et des finances.
quand on accepte de continuer à nommer un premier ministre sunnite, à laisser un président du Parlement chiite Amal et un président de la République chrétienne, ça veut dire que le système est toujours en place. Ça posait quel problème de laisser le portefeuille de l'économie et des finances au Hezbollah? En fait, les gens ont voulu, la France en particulier, à défaut de pouvoir enlever tout le système, d'aller plutôt vers un gouvernement de technocrates. Avec le ministère de l'économie et des finances, il y a des problèmes, puisqu'il y a des fonds qui ont été débloqués par la communauté internationale que le Liban n'a pas reçu parce que les réformes n'ont pas été faites. Il y a une aide même internationale qui est là à cause de l'explosion, qui est conditionnée toujours par ces réformes. Donc on a voulu mettre en place des technocrates qui puissent venir rapidement mettre en place ces réformes pour que cela puisse rentrer. Mais malgré les conditions, les politiques qui gèrent également leurs propres intérêts, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la façon dont le Liban fonctionne, c'est le résultat d'une guerre que les gens semblent oublier trop vite. Il y a eu une guerre civile très difficile au Liban pendant plusieurs années qui a donné naissance à ce système actuel que l'on voit. Et beaucoup de gens préfèrent ce système sans une guerre que d'enlever un système et de remettre le Liban dans une instabilité qui va les amener vers on ne sait pas où. Ça fait partie de ce qui inquiète les populations, et c'est pourquoi aussi ces milices qui veulent garder quand même leurs privilèges, parce que c'est carrément un privilège. Vous étiez là pendant la guerre, vous êtes là, il n'y a plus de guerre, mais vous voulez garder les privilèges que vous avez obtenus à cause de la guerre, mais ça fait qu'il y a d'autres Libanais qui sont effectivement défavorisés, et c'est ceux-là qui demandent à ce que le système soit tout simplement pulvérisé. Est-ce que ce système de répartition du gouvernement entre les différentes ailes religieuses du pays reflète la configuration du Parlement libanais? Non, puisqu'au niveau du Parlement, les députés sont élus. Là, il y a une différence, puisque il y a un partage des postes, premier responsable, deuxième, troisième responsable du pays. Il y a un partage des postes dans le gouvernement également, mais quand on arrive au niveau du Parlement, chacun y va avec ses députés. Et ce qui est curieux, c'est que presque rien n'a changé depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Aussi bien en termes de répartition des postes qu'en termes de personnes. Même parfois, c'est les mêmes personnes qui étaient là à la fin de la guerre. Les Nabi Berri et autres, là, ils étaient là à la fin de la guerre civile. C'est les mêmes personnes qui sont là jusqu'à présent. Quand ce n'est pas eux, c'était comme ce qui s'est passé avec Hariri. Le père est parti, le fils est venu. Mais ça pose problème aujourd'hui aux populations libanaises, puisque vous avez des gens qui ne connaissent que ces personnages-là sur le plan politique. Les gens veulent effectivement que d'autres Libanais qui ont des compétences et qui n'ont pas de compte à rendre à un groupe qui est caché derrière la nomination de la personne puissent venir prendre les devants pour que, certainement, on aille plus vers l'intérêt du Liban de façon générale que de se retrouver face à des gens qui, même malgré l'explosion, malgré le nombre de morts, malgré toutes les difficultés du Liban aujourd'hui, chacun a voulu défendre ses intérêts. Et c'est une des difficultés pour le Liban aujourd'hui, puisque quand on part vers des élections, à la limite, les militants des partis, les plus gros partis sont presque des adeptes. Chacun va voter pour son propre parti. Peut-être actuellement, avec les révoltes de la population, les gens réussiront à changer les donnes. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant? À une démission de Moustapha Hadib? Il va partir. C'est très clair, puisque lui, il a rendu le tablier. Est-ce que le président va le reprendre? Ce n'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que le président sera obligé de faire encore des négociations. Parce qu'Hadib était déjà un consensus difficile. Il va falloir trouver une autre personne. À défaut de trouver une autre personne, peut-être se contenter encore de Hadib et de voir comment recomposer le gouvernement pour que les gens se sentent, j'allais dire, bien servis pour pouvoir accepter qu'il y ait un gouvernement, parce que c'est quand même paradoxal que le Liban, dans une situation aussi difficile, qu'on soit là encore à se disputer des portefeuilles ministériels au lieu de s'occuper d'une difficulté qui est là devant tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la classe politique, on n'est pas ému par ce que vivent les Libanais aujourd'hui? On est toujours dans les sempiternelles crises politiques alors qu'il y a une urgence économique? En tout cas, il y a des Libanais qui le disent clairement. Si vous remarquez, ils ont recommencé à prendre les bateaux pour quitter le Liban. Il y en a, quand on leur a tendu le micro, ils ont été très clairs. Ils ont dit que tant que c'est cela, il n'y a plus rien à attendre. Donc, beaucoup de jeunes Libanais sont en train actuellement de vouloir quitter le pays à nouveau. Un épisode que le Liban avait connu pendant la guerre civile. Et les gens, ils font comme les Africains le font, en prenant le risque de prendre la mer pour pouvoir quitter ce pays et aller vivre ailleurs. Et curieusement, vous avez même des parents qui disent à leurs enfants, partez.
Ce n'est plus la peine de rester dans ce pays-là. Et ça montre comment, pour défendre des intérêts de groupe, on a oublié les intérêts d'une bonne partie de la population libanaise. Et c'est pourquoi il ne faut pas être surpris du fait que les manifestations rassemblaient des gens et que les populations avaient, dans leurs manifestations, non pas essayé de faire la part des choses entre les chiites, Amal, ceux du Hezbollah, les catholiques ou bien les sunnites. Ils les avaient tous mis dans le même sac et ils avaient demandé qu'on s'en débarrasse tous en même temps parce que tous sont dans une logique de défense d'un groupe au lieu d'être dans une logique de défense du Liban. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Paris va encore continuer par jouer les sapeurs-pompiers? Mais bien sûr, Macron n'a pas décroché. Malgré tout ce qu'il a dit à la fin de son discours, en bon politique, il a dit la France n'abandonne ni le Liban, ni les Libanais. Mais bon, comment il va faire la part des choses? Parce que les partis sont là, le Liban est un État souverain. D'ailleurs, à la fin de son discours, pratiquement 4 heures après, il y a un hashtag où on disait « Macron, respectez vos limites ». 30 000 personnes l'ont tweeté en 4 heures de temps. Pour dire que, même si certains Libanais avaient apprécié son intervention, certains considèrent qu'également il va trop loin. 2 visites rapidement après l'explosion, presque des injonctions, un ultimatum, etc. Bon, comme disait quelqu'un, le Liban n'est pas un département de la France. Mais la France ne peut pas lâcher prise parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une de ces rares zones d'influence dans cet espace. La France a intérêt à pouvoir garder son influence dans cet espace. Donc, comme il l'a dit, il dit qu'on reste sur la feuille de route, on ne change pas de feuille de route. Et il demande aux hommes politiques libanais de faire un effort pour que, conformément à la feuille de route, qu'on mette le plus rapidement possible un gouvernement de mission, comme cela avait été demandé. Donc, Macron ne baisse pas les bras. Et quelle peut être la réaction des populations libanaises elles-mêmes? Mais elles vont être exaspérées parce que vous imaginez des gens qui ont perdu leur maison, des gens qui ont perdu des proches, des gens qui sont blessés, qui s'attendent à ce que leurs affaires puissent reprendre, qu'on puisse reconstruire leur maison. Pendant que vous attendez, pendant que vous êtes dans de l'urgence, d'autres sont en train de discuter des portefeuilles ministériels. Mais il est clair que si les manifestations reprennent dans ce contexte, on risque de voir davantage de Libanais dans les rues et ces gens risquent d'être encore beaucoup plus déterminés et les revendications vont être plus fortes que les premières revendications parce que c'est comme si le message qui était là bien avant l'explosion du port, le message n'a pas encore été compris par les responsables politiques libanais. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et juste après l'invité.